Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo FAQ. Et oui, exceptionnellement, ce week-end, il n'y aura pas d'apprendre à parler coaster, mais à la place, je répondrai à vos questions que je vous avais demandé de poser dans cette vidéo, maintenant non répertoriée, mais dont le lien s'affiche en bas de celle-ci. En effet, j'avais parlé en novembre de la possibilité de faire une seconde FAQ, qui fait suite donc directement à la première, dont encore une fois, le lien s'affiche en bas de la vidéo. Et bien on va commencer sans plus tarder avec la première question. Peux-tu faire le classement de tes 10 coasters préférés, tout parc confondu? J'avais fait un top 10 à la fin de ma vidéo à Europa Park. Mais on va le redonner ici et on va considérer que ce sera mon top 10 définitif pour l'année 2014. En 2015, celui-ci va peut-être changer. Nous avons donc en premier Shambhala, en deuxième Expédition GeForce, en troisième Dragon Khan, en quatrième The Monster, en cinquième Blue Fire, en sixième Silver Star, en septième Alpina Blitz, en huitième Osiris, en neuvième Furious Baco et en dixième Vodan. Quel est le parc que tu rêves le plus de visiter au monde? Il s'agit de Six Flags Magic Mountain à Valencia en Californie, donc au nord de Los Angeles. Pourquoi celui-là? Tout simplement parce que c'est un parc qui m'attire beaucoup, aussi bien au niveau des coasters qu'au niveau du cadre. Au niveau des coasters, il y a quand même 4 BM, dont Tatsu, qui est le coaster qui m'attire le plus. Un autre BM qui m'attire énormément, bon, il y a un Batman, j'aime beaucoup les inverted très intenses. Il y a Scream aussi, et il y a Riddler's Revenge, le plus gros stand-up BM à ce jour. Bon, c'est pas celui qui m'attire le plus, mais il m'attire quand même. Ensuite, en autre coaster qui a l'air absolument génial, il y a Goliath, l'Hyper Giovanola. Il y a Twisted Colossus, enfin qui est un retracking de Colossus, donc ça aussi ça promet d'être très intéressant. Il y a X2, le premier coaster 4D, et c'est déjà pas mal, et c'est le parc qui a le plus de coasters en plus au monde actuellement. Tu comptes faire des on-ride de fêtes foraines? Vous avez été assez nombreux à me poser cette question, et non, je ne compte pas faire d'on-ride de fêtes foraines, tout simplement parce que je ne compte pas faire de fêtes foraines en fait. J'aime pas spécialement les foires, je préfère les parcs, je préfère les coasters, les bons coasters, ce qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve en priorité dans les fêtes foraines. Je suis pas un grand fan de flat ride forain, même s'il y en a qui ont l'air très bien, ça je ne dis pas. Et surtout, j'aime pas en fait le principe de rentrer gratuitement et de payer par attraction. Je trouve que une journée dans un parc où on paye l'entrée et on fait les attractions comme on veut est beaucoup plus rentable. Donc pour ça, non, j'aime pas les fêtes foraines, donc je ne compte pas en faire une. Après, si une occasion se présente, pourquoi pas, mais de moi-même, non. Quel conseil donnerais-tu pour passer une bonne journée dans un parc ou pour préparer un trip? C'est une question un peu subjective à mon goût parce qu'on a tous un moyen différent de profiter d'un parc finalement. Moi par exemple, je sais que j'aime bien faire les coasters plusieurs fois en faisant ou pas les autres attractions, ça dépend, mais donc pour ça, pour les parcs à l'étranger par exemple, je prends toujours minimum 2 jours, assez facilement 3. J'aime bien profiter des horaires, dans l'amplitude horaire maximale, surtout quand c'est un parc à l'étranger encore une fois. Mais c'est vraiment une question, on a vraiment une façon différente d'apprécier un parc. Donc pour certains, je vous dirais, pour bien profiter d'un parc, si vous voulez faire tout, essayez de tout faire. Hein. Si vous voulez vous concentrer sur les coasters, concentrez-vous sur les coasters. Moi personnellement, les trips, je les réussis mieux quand je les prépare un peu à l'avance, mais pas trop non plus. Il faut qu'il y ait le petit grain de folie qui donne envie d'aller dans le parc. Les parcs où je peux aller facilement, j'aime bien ne pas les prévoir, là c'est comme ça. Pour les autres parcs, j'essaie toujours de me dire donc un minimum 2 jours pour les parcs loin, qu'il y a un jour où je ferai encore plus les coasters que le premier où j'essaierai de les faire au moins 2 fois pour les très bons. Faire quand même les curiosités. Bon, je sais que c'est moi qui dis ça alors que je les ai pas fait à Port Aventura, mais par exemple, ne faites pas comme moi si vous allez à Port Aventura. Faites Huracan Condor, faites Encore, qui sont à mon avis de très bonnes attractions, mais voilà. Il n'y a à mon sens pas de conseils valables pour tout le monde pour bien profiter d'un parc, c'est vraiment à votre façon. Et pour préparer un trip, si c'est loin, prenez-y-vous quand même un peu à l'avance parce qu'il faut bien sûr prévoir les billets d'avion, l'hôtel et tout, ça coûte un peu cher et plus on s'y prend à l'avance, moins ça coûte cher. Mais je ne peux pas donner de conseils plus précis, c'est un peu au feeling aussi, en tout cas pour ma part c'est comme ça. Pourrais-tu refaire une vidéo Badger Mushroom avec Trollolo et Brocéliande? Merci. Pourquoi y a-t-il toujours des baffes dans les coasters Vekoma? Une question assez intéressante, d'autant plus que tous les Vekoma ne baffent pas. Et oui, il existe des coasters Vekoma sans baffe. C'est le cas on va dire de Rock'n'Roller Coaster, même si on sent qu'il commence à vieillir et qu'il vibrote un peu. Mais à ce jour, Rock'n'Roller Coaster ne m'a toujours pas donné de vraie baffe.
Il y a bien sûr les Kiddie Coaster Vekoma, comme le Tamitami à Port Aventura, qui lui est très fluide, mais vraiment, donc très agréable à rider pour un kiddie. Sinon, pour les Vekoma qui me donnent des baves, pourquoi surtout... Les rails sont très solides, les rails Vekoma sont très solides, mais il faut savoir que la conception de ceux-ci, avec les tailles qui viennent donc s'imbriquer par l'extérieur avec angle droit, les rails ont parfois, je dis bien parfois, tendance à s'écarter, ce qui crée un jeu entre les rails et les roues. C'est l'une des raisons, c'est pas la raison, mais c'est l'une des raisons qui peut faire qu'un Vekoma baffe. Les harnais Vekoma sont bien durs, donc quand on se tape dedans, on le sent bien, ça fait mal. Bon, les harnais VM sont durs aussi, mais ils sont mieux conçus. Mais voilà, les Vekoma sont surtout les vieux Vekoma, donc les premiers, ceux qui étaient conçus pas forcément très bien, comme Goudurix, Goudurix qui, je le rappelle, est l'un des premiers coasters à avoir été conçu par ordinateur, donc c'était pas encore parfait, certains éléments comme le Butterfly étaient vraiment mal conçus. Et au final, c'est un peu pour ça que ça baffe chez les vieux Vekoma. Chez les Vekoma plus récents, déjà à partir de 2000, il y a mieux. Et bien sûr, les Vekoma récents qui ont changé de forme de rail, mais eux, ils baffent plus. Aimerais-tu faire un ou plusieurs parcs en Belgique? Si oui, lesquels? La Belgique n'est pas dans mes priorités parconautiques. Pourquoi? Parce que les parcs belges sont souvent plutôt petits et manquent un peu de coasters dignes de ce nom. Déjà, il n'y a pas de BM, il n'y a pas non plus d'Intamin et il n'y a pas vraiment de Mac. Après, si je devais retenir un parc belge qui m'attirerait un peu plus que les autres, c'est Plopsaland, qui en soi n'est pas le plus compliqué à organiser en plus. Bon, là, c'est pas prévu, mais si un jour je vais en Belgique, ce sera Plopsaland. Les autres parcs belges ne m'attirent vraiment pas. D'après toi, pourrait-on avoir la chance d'avoir un RMC en France ou aux alentours? Là, c'est une question qu'il ne faudrait pas poser à moi, mais au parc directement. Je ne sais pas à quel point la France et l'Europe en général connaît RMC. Cependant, il y a quand même un RMC prévu en Suède. Alors, je ne sais plus en quelle année, mais je ne sais plus dans quel parc. Je vous mettrai donc un lien en dessous, puisqu'entre temps, entre là et le montage de la vidéo, j'aurai trouvé les réponses. Mais donc, il y a un RMC prévu en Suède. Sinon, aux alentours, je ne sais pas s'il y a un jour des RMC prévus. C'est sûr qu'en France, il y aurait du boulot. Anaconda serait un excellent client en retracking RMC, et même Tonnerre de Zeus, un petit coup de jeune par RMC, ça lui ferait pas de mal. Comptes-tu faire plus de vidéos dans les petits parcs? Alors là, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si je compte faire des petits parcs cette année. Il faut savoir que tous les petits parcs que j'ai fait, donc que ce soit la Récré en 2014 ou la Mer de Sable en 2013, c'était plutôt des occasions. La Récré, c'était parce que j'étais de passage dans la région surtout, donc j'en ai profité pour faire le parc. La Mer de Sable, ça a été un petit peu plus un délire, mais oui, on l'avait fait en 2013. On peut rajouter en 2012, à l'époque où je filmais pas le PAL. Pour ce dernier, j'aurais d'ailleurs bien envie d'y retourner, mais je sais pas. Je sais pas si ça se fera, si ça se fait tant mieux, si ça se fait pas tant pis. Mais donc voilà, pour les petits parcs, je sais pas. Il faut savoir qu'en tout cas, ma priorité dans les projets sont quand même les gros parcs. Les petits parcs viennent après, on va dire, plus quand j'en ai l'occasion, genre quand je suis de passage dans la région, il y en a un, ou que j'ai le temps, enfin voilà, pour les petits parcs, on verra. As-tu constaté des améliorations à Walligator? Si oui, lesquelles? Walligator, un parc que je fréquente tous les ans depuis 2012, l'air de rien. Et effectivement, il y a eu des améliorations. Pas forcément des améliorations énormes, mais des améliorations. Et des améliorations qui les encouragent à continuer dans cette voie. Parce qu'en effet, en 2012, Walligator a été plutôt mal géré par ses gérants à l'époque. Et depuis 2013 que la direction a changé, le parc s'est bien repris en main, notamment au niveau théma. Bon, on est encore loin d'une grande théma, mais le parc est quand même beaucoup plus propre. Ça fait plaisir. Toutes les attractions fonctionnent parce que... Enfin toutes. Il y en a une qui est partie, mais la Dark Tower par exemple, elle fonctionnait pas depuis bien longtemps. Aujourd'hui, elle fonctionne. Donc non, il y a quand même eu des changements que je considère positifs à Walligator. Mais tout n'est pas encore fait. Par exemple, mettre un deuxième train sur le Monster, ça serait pas mal. Repeindre le Monster, ce serait pas mal. Rajouter un toit fonctionnel à The Monster, ce serait pas mal. Penses-tu que The Monster doit être repeint? Si oui, en quelle couleur? Sur les concepts de base, on voyait un Monster repeint en noir avec des supports jaunes, et je pense que ce serait une couleur très bien. Donc pourquoi pas repeindre le Monster des couleurs auxquelles il était prévu, tout simplement. Sinon, on peut aussi rester dans le blanc, mais un blanc plus propre, donc sans la bande rose sur les côtés, et avec des supports plus foncés pour contraster. Un peu comme le Time Machine de Freestyle Music Park, qui d'ailleurs ne viendra pas en France, c'est officiel. Et sinon, je sais pas, mais
une couleur, on va dire, si le Monster pouvait paraître plus propre que ce qu'il est aujourd'hui, ça serait déjà bien. Que penses-tu de la réhab de Space Mountain? Honnêtement, j'en pense rien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça change tout le temps en fait, donc il n'y a aucune information qui est sûre à cette heure-là. Les infos elles changent tout le temps, les sources elles sont tout le temps contradictoires, bref il n'y a rien qui me pousse à croire plus telle ou telle source pour l'instant, donc j'attends. Je verrai ce que donnerait cette réhab de Space, on verra s'il y a des nouveaux trains, s'il y a des nouveaux effets, ou s'il y a juste un nettoyage en quelque sorte. Sachant que pour donner quand même mon petit avis, les nouveaux trains, moi je ne m'y attends pas du tout, je pense qu'on va rester sur les anciens trains. Désolé pour ceux qui ne voulaient plus de baf. Pour les effets, je pense qu'il y aura surtout un nettoyage de ceci. Cela dit, si on a un Space Mountain qui refonctionne, pourquoi pas. Après, voilà, pour Space Mountain, j'attends en grande partie. Tu fais de la guitare? Oui, ou plutôt j'en faisais en fait. Parce qu'effectivement, certains ont remarqué que j'ai des guitares chez moi. Donc j'en faisais, et j'étais même guitariste dans un petit groupe de métal local que j'avais monté chez moi. On fonctionnait même assez bien. Bon, le groupe s'est séparé plus par contrainte que par réelle envie. Moi, de base, j'avais pas forcément envie qu'ils se séparent, mais bon. Puis ensuite, je me suis plus tourné vers la musique électronique et maintenant je fais plus de la table de mixage que de la guitare. Mais bon, si on me donne une guitare entre les mains, je pense que je n'aurai pas de mal à vite reprendre mes marques. Penses-tu qu'il y aura un projet de coaster à Disneyland ou au parc Astérix pour l'été prochain? Honnêtement, non. Parce que s'il y avait un coaster de prévu pour l'été prochain, il y aurait déjà eu des traces de travaux. Que ce soit du terrassement, voire même des morceaux de rail. Sans compter qu'il n'y a eu aucune communication, aucune annonce faisant état d'un nouveau coaster dans ces deux parcs. Et puis à Disney, je pense clairement pas que ce soit dans leur priorité de mettre un gros coaster. Donc je pense que même beaucoup plus tard, il faudra pas s'attendre à voir un coaster genre un BM ou un Intamin à Disney. Au PA, par contre, si tout va bien, en 2017, on peut espérer avoir un nouveau coaster. De où connais-tu Trololo? Je connais Trololo depuis 2013, on s'est connus pour la première fois sur le forum Disney Central Plaza, DCP. Je sais plus quand exactement, mais bon, en gros c'était dans l'hiver 2013, on s'est connus sur le forum. Puis un jour il y a eu un petit meeting organisé par le guide du Disney Fan, donc à Disney. Et c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois, donc on s'est tout de suite très bien entendu. Bon, déjà sur le forum, on se parlait un peu et on s'entendait bien, mais le jour où on s'est rencontrés, on s'est tout de suite entendu. Bon, là aujourd'hui, c'est vrai qu'on se voit moins, mais je vous rassure, on s'entend toujours très bien en dehors des parcs. Est-ce que tu comptes aller en Angleterre pour faire un parc comme Alton Towers? Dans l'idée, oui. Quand, je ne sais pas encore. Effectivement, Alton Towers est un parc que j'ai très envie de faire, mais je ne sais pas encore quand. Pourquoi Dinrel? Pourquoi le pseudo d'Inrael? C'est un pseudo que j'ai trouvé en 2007 alors que je m'inscrivais sur un forum qui s'appelle guitariste.com, un forum de gratteux donc. Et pourquoi Dinrel? Donc Din c'est le nom d'une marque de guitare que j'affectionne beaucoup. Et Rel c'est la terminaison du nom d'Einbach Darrell qui était le guitariste de Pantera, qui est mort depuis 2004 malheureusement. Et donc j'ai fait un peu une contraction des deux, Din, Rel, Dinrel. Et ensuite quand je suis parti dans le monde des coasters, en fait j'ai tout simplement pas changé ce pseudo parce que c'est un pseudo qui me correspondait bien. C'est un pseudo assez unique, faut le dire. Je pense pas que les gens vont penser à Dinrel comme ça. Ah, Din, Einbach Darrell. Ou alors ils le trouvent d'une autre manière. Là ce sera complètement le hasard, mais bon voilà, Dinrel c'est un pseudo qui me va bien et donc que j'ai gardé depuis et que je compte pas changer. Comment t'es venue la passion de faire des vidéos? Alors, la passion de faire des vidéos remonte à très longtemps. Je ne sais pas quand exactement. On va dire environ 2005-2006. Bon, à l'époque, bien sûr, je n'étais pas du tout sur YouTube. Mais donc, la passion de faire des vidéos m'est venue en fait alors que je jouais à un jeu qui s'appelle Trackmania. Donc, un jeu que vous connaissez sûrement pour certains d'entre vous, c'est quand même assez connu. Et c'est sur ce jeu que j'ai commencé en fait à faire mes premières vidéos, mais à l'époque, je ne les partageais qu'avec la communauté du jeu. Sans forcément avec un grand succès, mais c'était pas sur YouTube. Hein. Et ensuite, en 2008, j'ai créé ma chaîne YouTube. À ce moment-là, je postais des vidéos de moi qui faisais de la guitare ainsi que des musiques. Donc rien à voir avec les coasters. Ça marchait plutôt bien, faut dire ce qui est. Enfin, surtout quand je postais des musiques, mais la guitare, ça marchait pas trop. Ensuite, je me suis mis à faire les vidéos de coaster en 2010 avec ma première vidéo de coaster qui elle est toujours disponible sur ma chaîne et qui apparaît comme étant la première vidéo de ma chaîne, qui est une off-ride de Goodurix.
Ensuite, c'est avec les rock fans que j'ai eu l'idée de faire des vidéos, on va dire, plus dans le format qu'on connaît aujourd'hui. Donc je filme un peu mes journées dans les parcs. À l'époque, c'était un rock. Et depuis 2013, donc je fais vraiment le format de vidéo qu'on connaît aujourd'hui, dîner à la Disneyland, dîner au parc Astérix. Et c'est là que ça a commencé à vraiment bien marcher. Et donc j'ai décidé de continuer, puisque déjà ça me plaisait de faire des vidéos, bien sûr, puis ça vous plaisait à vous, donc j'avais aucune raison d'arrêter. Et c'est comme ça que m'est venue la passion de faire des vidéos, et quand on y pense, ça remonte à très longtemps, et non pas à 2010 comme pourrait le laisser supposer ma chaîne. Est-ce qu'un jour Goudu arrêtera de baffer? Oui, le jour où ils feront un retracking complet, où ils changeront les trains, et je pense qu'à la place de faire tout ça, Goudu va tout simplement disparaître un jour, donc non, Goudu ne continuera à baffer jusqu'à ce qu'il sera détruit, je crains bien. Si un des coasters que tu as fait sur No Limits 2 pouvait exister, ce serait lequel? Pour l'instant, la réalisation de Limits 2 que je préfère est Event Journey, mon giga coaster BM. Donc si je souhaiterais qu'une de mes créations voit le jour, ce serait celle-ci, tout simplement. Avec bien sûr quelques améliorations, parce que je ne dis pas que ma création est parfaite, il y a sûrement quelques petits défauts qui font qu'elle est peut-être pas rideable en vrai actuellement, mais ce serait la création que j'aimerais le plus voir en vrai si c'était possible. D'où vient l'idée d'avoir créé Apprendre à parler coaster? C'est une idée qui vient de plusieurs d'entre vous, tout simplement. C'est quelques abonnés qui m'ont proposé l'idée de faire un lexique qui regrouperait les mots techniques du monde des coasters. Donc c'est de là que vient l'idée d'apprendre à parler coaster. Vu que tu as activé la monétisation sur YouTube, comptes-tu devenir youtubeur et vivre un jour de tes vidéos ou est-ce juste en attendant de trouver un boulot? J'ai activé la monétisation pas forcément dans le but de devenir youtubeur. J'ai plutôt activé la monétisation comme un plus, quand je me suis rendu compte que mes vidéos pouvaient me rapporter un peu d'argent, mais pas dans le but en tout cas de vivre de mes vidéos, donc je suis toujours à la recherche d'un emploi actuellement. Sinon, pour ce qui est de devenir youtubeur, si ça se fait un jour, effectivement là, pourquoi pas, et ce serait vraiment cool, mais il faut savoir avant tout que mes vidéos, je continue à les faire plus par plaisir que par intérêt financier. En admettant qu'un jour je devienne youtubeur, admettons, mais que je ne prends plus plaisir à faire mes vidéos, je pense que j'arrêterai tout simplement. Dans 5 ans, penses-tu encore faire des vidéos de parc? Ah bah franchement oui, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai dans 5 ans, donc oui, d'ici là je compte bien continuer à faire des vidéos de parc. Il y a des fans qui te reconnaissent dans les parcs, si oui, viennent-ils te dire bonjour? Oui, il y a des fans qui me reconnaissent dans les parcs, et ils ne viennent pas tout le temps me dire bonjour. Il y en a quelques-uns qui viennent me dire bonjour, et ça me fait toujours plaisir, hein. Et il y en a d'autres qui ne me disent pas bonjour, mais qui viennent me le dire après, en fait, genre sur ma page Facebook. Ah, je t'ai vu aujourd'hui, à machin. Bon, ça reste sympa, mais voilà, sachez-le, si vous me voyez dans un parc, vous pouvez toujours me dire bonjour. Je ne mange pas les gens, au contraire, ça me fait très plaisir de rencontrer mes abonnés. Combien de fois as-tu été à Disney pendant et hors tes vidéos? Franchement, beaucoup trop de fois pour donner un nombre aujourd'hui. Je peux même pas donner un ordre d'idée, j'y suis allé beaucoup trop de fois. Par exemple, en 2013, j'allais à Disney au moins 2 fois par semaine, voire plus par moment. Je vais en moyenne à Disney, je dis bien en moyenne, une fois par semaine depuis fin 2011. Donc non, je vais vraiment beaucoup de fois à Disney. Ce n'est qu'à partir comment dire, ce n'est qu'à partir de début 2014 que finalement j'y vais moins, puisque ma passion se concentre plus sur les autres parcs et sur les gros coasters, chose qui manque cruellement à Disney. Mais je continue à y aller quand même, et je ne peux pas donner de chiffres tellement de fois j'y suis allé. Es-tu capable de faire un jour de parc sans manger? Oui, j'en suis capable, et je l'ai déjà fait, notamment dans cette vidéo où j'ai fait mon record de 48 rides sur Rock'n'Roller Coaster. Je n'ai pas mangé dans le parc de la journée. Ensuite, je préfère manger dans un parc en général. Déjà, je ne me refuserai pas une bonne pizza au parc Astérix ou à Alligator, la pizzeria est ouverte. Puis c'est quand même mieux de manger en général, ça fait du bien, c'est préférable. Quel est ton record de jet dans un coaster? Je dirais un petit peu plus de 5G dans Rock'n'Roller Coaster en high speed au premier rang, tout simplement. Donc ça, c'est pour le record de jet absolu, la valeur. Sinon, sur le record de jet dans la durée sur un même coaster, là je sais pas trop, entre The Monster qui propose énormément de jet, Shambhala qui est quand même bien intense dans les creux, Dragon Khan aussi, mais en tout cas sur la valeur, c'est Rock, et oui, en high speed.
Vas-tu réaliser des rencontres avec les abonnés? Le projet de rencontre avec les abonnés est un projet qui ne me dérange pas, mais c'est un projet extrêmement difficile à organiser. C'est pour ça que ce n'est pas non plus dans ma priorité. C'est toujours difficile d'organiser des rassemblements comme ça, vous êtes quand même nombreux, c'est quand même toute une organisation à prévoir, que ce soit dans un parc ou même ailleurs, il faut prévenir des gens et tout, donc c'est vraiment quelque chose de compliqué et c'est ça qui fait que je ne prévois pas encore de rencontres abonnées, mais c'est quelque chose qui dans l'idée me plairait bien, donc peut-être qu'un jour, hein, si j'arrive à organiser le truc, ça pourrait se faire, donc voilà, retenez que c'est très difficile à organiser, mais que l'idée d'organiser un jour une rencontre avec vous, l'idée en tant que telle, me plaît bien. Quel coaster aimerais-tu le plus rider? Il s'agit de Tatsu à Six Flags Magic Mountain, qui est, je crois que c'est encore aujourd'hui, le plus gros flying BM au monde. Après, si Tatsu est le premier, ce n'est pas forcément le seul, car il y a quand même un autre coaster qui revient souvent, que j'ai très envie de rider, et c'est Leviathan à Canada's Wonderland. Que penses-tu de Disney actuellement? Je dirais que Disney est tout simplement un parc qui ne me convient pas forcément dans ce que je recherche d'un parc d'attractions. Je ne peux pas dire que c'est un mauvais parc, en restant objectif. Disney est sûrement un très bon parc, en tout cas en matière de thématisation, en matière d'immersion, en matière de storyline. Je ne peux absolument pas critiquer Disney. Plutôt au niveau coaster que je critiquerai ensuite, parce que oui, Disney n'a pas d'énormes coasters, n'a que des coasters, on va dire, moyens pour les meilleurs, douloureux pour les plus intenses, bref, c'est pas facile. Donc en cela, Disney n'est pas un parc que j'apprécie autant qu'avant en tout cas. Les musiques de Disney me rentrent dans la tête et ça a tendance à m'agacer à la fin de la journée par exemple. Bref, plein de choses, mais je ne peux pas non plus critiquer Disney car ça reste un parc extrêmement bien thématisé, l'immersion, la storyline, tout ça comme j'ai déjà dit. Voilà, je ne peux absolument pas dire que Disney est un mauvais parc, juste qu'il ne me convient pas pleinement. Quel coaster fait le plus mal? On va donner deux catégories. On va dire celui qui donne le plus de baf, donc là c'est Goudurix, et celui qui fait le plus mal en général, que ce soit baf ou autre, pour moi ça a été Stampida à Port Aventura. Quel parc préfères-tu et pourquoi? À ce jour, mon parc préféré est Port Aventura. C'est le parc déjà qui contient parmi mes coasters préférés, dont mon coaster préféré, Shambhala, qui en plus d'être excellents sont magnifiques. C'est un parc qui a une théma qui m'accroche, une théma qui vraiment me fait voyager, me transporte. Donc ça, plus les excellents coasters, plus le cadre, plus le fait qu'il fait généralement chaud, hein. Quand on va à Port Aventura, on a plus ou moins la garantie d'avoir du soleil et de la chaleur. Moi j'aime bien rider par beau temps, faut dire ce qui est. Donc pour ça, Port Aventura a été vraiment mon gros coup de cœur des parcs que j'ai fait aujourd'hui. Que penses-tu de Ratatouille? Ratatouille n'étant pas un coaster, on ne peut pas dire que ce soit mon attraction préférée. Ensuite, si on essaie de prendre l'attraction pour se caler, et non pas par rapport à d'autres attractions et d'autres types d'attractions, on ne peut pas dire que Ratatouille est une attraction qui m'a déçu. Il m'arrive même de le faire au moins une fois par jour quand je vais à Disney en single rider. Sauf quand j'y passe vraiment une très petite partie de la journée. Mais bon, c'est pas rare que je fasse Ratatouille. C'est une attraction qui se fait bien, qui est sympa, mais qui souffre de défauts qui à mon sens sont trop évidents pour une attraction de ce genre. Par exemple le sol, impardonnable. Et aussi que la 3D n'est pas forcément exploitée à fond. C'est une bonne attraction qui part d'une excellente idée, mais qui n'est pas pleinement réussie malheureusement. Mais ça reste une attraction qui se fait bien. Combien comptes-tu faire de apprendre à parler coaster? Il n'y a pas de nombre précis, je ferai autant d'apprendre à parler coaster que j'ai d'idées de termes techniques à expliquer. Donc il y aura l'essentiel des inversions qui vont y passer, des figures qui ne sont pas des inversions, beaucoup de termes techniques. Bon là dernièrement il y a eu launch, il y a eu airtime, lift, il y aura sûrement d'autres termes de ce genre. Bref, il faut encore prévoir, à mon avis, pas mal d'apprendre à parler coaster. Alors il faut savoir que en période hivernale, j'essaie de sortir un apprendre à parler coaster par semaine, sauf cette semaine-là bien sûr, vu que c'est cette vidéo-là qui va sortir à la place. Et sinon, en saison estivale, quand les parcs seront ouverts, je pense passer à un apprendre à parler coaster toutes les 2 semaines. Aimerais-tu construire un coaster? Si oui, comment s'appellerait-il et de quel constructeur serait-il?
Cette question s'apparente beaucoup à une demande de projet No Limit parce qu'en gros c'est les idées que je retranscris sur No Limit. Mais si je voulais qu'un coaster, si je voulais vraiment construire un coaster pour de vrai, donc le nom, bon ça je sais pas encore, mais ce que je pourrais dire c'est que ce serait un BM déjà. Ensuite quel type? Ce serait soit un hyper, soit un inverted. Vas-tu tous les jours à Disney? Sinon, quel jour tu y vas d'habitude? Non, je ne vais plus tous les jours à Disney. C'est vrai qu'à une époque, on pouvait croire que j'y allais tous les jours, puisque j'y allais plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, j'y vais moins d'une fois par semaine. Sachez juste que j'ai tendance à privilégier les jeudis. C'est tout simplement le jour où il y a le moins de monde. C'est donc les jours où je profite le mieux de Disney. Et sinon, c'est plutôt les week-ends, quand j'y vais pas tout seul en fait. Où trouve-t-on toutes les musiques que tu écoutes dans ta voiture pendant les trajets pour aller dans les parcs? Sur YouTube, tout simplement, c'est là que je trouve les titres de musique que je mets ensuite sur mes CD. Pourquoi? Ben en fait, à la base, je cherche un peu continuellement des musiques. Alors, je recherche plutôt par style et par année. Donc, par exemple, admettons, je tape Eurodance 2000, c'est comme ça que j'ai fait à une époque. Et ensuite, je tombe soit sur des musiques comme ça, donc avec directement le titre, soit sur des compilations avec des extraits, et si la vidéo est bien foutue, il y a les titres dans la description, soit sur des mix. Donc j'ouvre une de ces vidéos et ensuite je me balade un petit peu de suggestion en suggestion et c'est comme ça que je trouve plein de musique. Et plein de musique comme je veux. Donc je me base essentiellement sur, sur les styles de musique plus que sur les artistes et sur les années. Et c'est comme ça qu'en fait, voilà, en baladant de suggestion en suggestion et en tapant des années et des styles, que je trouve toutes les musiques que je veux sur YouTube. As-tu déjà envisagé d'arrêter tes vidéos pour X raisons? Clairement non, je n'ai jamais songé à arrêter mes vidéos à ce jour, même si une vidéo ne marche pas et tout, non, je n'ai vraiment jamais songé à arrêter pour quelconque raison. Et si un jour je devais arrêter, si vraiment je devais arrêter, ben ce jour-là il y aura forcément une raison très précise, très claire, qui fera que j'aurais été finalement forcé à arrêter, car je n'ai franchement pas envie d'arrêter de faire de vidéos. Pourquoi voit-on moins Trololo et les autres dans tes vidéos? C'est une question qui est revenue plusieurs fois, et comme c'est une question assez compliquée, j'ai décidé d'y rédiger une très grosse réponse qui est dans ma vidéo préparative de la FAQ, qui est encore une fois disponible à ce lien. Donc si vous voulez voir la réponse, je vous invite à cliquer dessus. Ensuite, si je devais rajouter un petit truc, là vite fait dans la vidéo sur Trololo, on se voit moins effectivement dans les parcs, mais on reste très amis en dehors des parcs. Bon, effectivement, on fait moins de parcs ensemble, on a un peu des rythmes de vie différents quand même. Trololo n'habite pas à côté des parcs comme moi, donc il ne peut pas venir aussi souvent. On n'a pas forcément les mêmes goûts non plus, donc c'est sûr que quand il vient, c'est pas facile de faire une vidéo aujourd'hui pour moi. Reste qu'on passe quand même de très bonnes journées. Enfin voilà, plein de choses. Enfin, je vous rassure, il n'y a pas eu de problème avec Trololo et les autres en tout cas. Et encore une fois, je vous invite vraiment à voir ma réponse que j'ai fait dans la vidéo préparative de la FAQ, dont le lien est toujours affiché depuis tout à l'heure. Tu préfères Osiris du parc Astérix ou The Monster de Walligator? Et la réponse est très simple, et mon classement d'ailleurs donne la réponse. Je préfère The Monster de Walligator, tout simplement. Pourquoi? Parce que The Monster est beaucoup plus intense qu'Osiris. Avec quel appareil filmes-tu dans tes vidéos? Question aujourd'hui assez difficile parce que j'ai changé d'appareil un petit peu tous les ans, faut dire ce qui est. En 2013, je tournais mes vidéos avec un compact Canon. J'ai plus la référence d'ailleurs actuellement. Voilà, c'est un appareil autour de 150 €. En 2014, j'ai filmé avec un compact Nikon dans le même ordre de prix, qui reste aujourd'hui mon appareil préféré. Et là aujourd'hui, j'ai un Lumix SZ8, qui est très bien pour ce qui est de la qualité de son par exemple, mais j'avoue que du côté qualité d'image, je suis un chouïa déçu et je regrette un petit peu le Nikon qui m'a permis de faire mes plus belles vidéos à mon sens en 2014, comme celle de Port Aventura, d'Europa Park, pas mal de vidéos au parc Astérix que j'apprécie beaucoup. Enfin voilà, mais retenez que je filme avec un petit compact autour de 150 €, c'est très bien pour filmer dans les coasters, et aujourd'hui c'est un Lumix. Quel est ton type de coaster préféré et celui que tu aimes le moins? Pour mon type de coaster préféré, je serais tenté de dire les Inverted BM, et plus précisément les Inverted Old School, donc
façon un peu The Monster, avec beaucoup d'intensité, etc. Ça, c'est vraiment un type de coaster qui m'attire beaucoup, les Inverted. Bon, il y a aussi les Hyper, bien sûr, quand on voit à quel point j'ai adoré Shambhala, mais je continuerai à dire les Inverted. Et sinon, pour le type de coaster que j'aime le moins, c'est tout simple, ce sont les merdes de disco coaster de chez Zamperla, comme à Nigloland ou au PAL, qui sont des coasters qui déjà me procurent aucune sensation, et qui me font mal à la fois au ventre et à la fois au dos. Et ce, pendant tout le long du train, du ride. Voilà, je sais même plus parler tellement je suis énervé contre ces machines. Dans quel manège as-tu le plus stressé? Mon plus gros coup de stress à ce jour, je l'attribue à Osiris quand je l'ai fait pour la toute première fois à son ouverture en 2012. J'étais donc placé au first row et ça reste mon plus gros stress sur un coaster à ce jour. J'avais très envie de le faire et en fait c'est dès que j'ai baissé mon harnais et que le train est parti dans le livre que j'étais là, oh là là, dans quoi je suis, j'avais une énorme boule au ventre, j'ai même pas réussi à crier dans la drop. Mais d'un côté, ça reste un bon souvenir parce que c'est quelque chose que malheureusement je n'ai plus aujourd'hui dans un coaster. Même Shambhala, même Expédition de GeForce ne m'ont pas fait ce même effet la première fois que je les ai fait. Donc c'est Osiris, mon dernier gros stress dans un coaster. Pour toi, quel est le meilleur coaster du Zimbabwe? Je répondrai par cette question par une autre question. Y a-t-il un coaster au Zimbabwe? Si vous dites que oui, j'en serai le premier surpris. Est-ce que tu pourrais faire un meeting rock fan? Pour ça, faudrait-il que je sois encore rock fan, car oui, je ne le suis plus. En soi, faire un meeting rock fan, j'ai déjà tenté l'expérience en 2013, en juillet 2013. J'étais pas tout seul à l'organiser, bien sûr. Et il faut dire ce qui est, ça n'a pas trop bien marché, donc je ne referai pas trop l'expérience. D'où te vient la passion des coasters? C'est tout simplement survenu le 31 octobre 2009, date très précise, le jour où j'ai fait pour la première fois Space Mountain, Mission 2. Et oui, c'est Space qui m'a donné aujourd'hui cette passion pour les coasters. Alors quand on voit qu'aujourd'hui Space c'est un coaster que j'ai plutôt tendance à critiquer parce qu'il fait mal, parce qu'il n'est pas très intense, etc. Je n'oublierai quand même pas que c'est grâce à lui que je suis coaster fan aujourd'hui. Vas-tu faire le premier jour d'ouverture de Nigloland? C'est quelque chose que j'ai en effet prévu. Nigloland ouvre avant le parc Astérix, ça me fera commencer la saison plus tôt. Donc oui, normalement, je fais le premier jour d'ouverture de Nigloland. Pourquoi tu ne fais plus de vidéos avec code MW27704? Alors, je dirais que c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne se parle plus, on est tout simplement plus amis. Pourquoi? Bon, je dirais pas qu'on est en froid aujourd'hui, je ne me considère pas aucunement en conflit avec code MW27704 aujourd'hui. Juste parce que à l'époque où on s'est séparés, c'est un grand mot, à l'époque où on s'est séparés, lui était vraiment très orienté rock fan et moi je commençais à ne plus le devenir, donc voilà, plutôt une différence d'orientation si on veut par là, qui fait qu'on a arrêté de faire des vidéos ensemble et qu'on s'est éloigné naturellement finalement. Et donc aujourd'hui nous ne sommes plus amis, mais je ne me considère pas non plus en conflit avec lui. Mais voilà, c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos avec lui. Comment organises-tu ton temps pour le tournage, le montage et la sortie de tes vidéos? C'est une question assez intéressante. Alors on va parler de deux cas très différents qui sont les vidéos de parc et les vidéos à prendre à part les coasters. Donc pour les vidéos de parc, le tournage se fait vraiment au feeling. Je filme vraiment ce qui me plaît dans la journée. Donc selon comment se déroule la journée, je vais avoir envie de filmer plus ou moins de trucs en fonction du parc que c'est. Bref, il y a plein d'éléments. Vraiment, je peux pas donner de trucs précis, mais voilà, je filme un peu ma journée comme je le sens. Avec parfois je dis bien une thématique qui peut revenir, mais généralement je la trouve sur le coup, c'est pas, je prévois pas un truc précis, je filme vraiment sur le coup. Pour le tournage, donc ça c'est pour le tournage d'une vidéo de parc. Le montage, généralement je le fais en rentrant, ça reste des montages plutôt simples. Et ensuite pour la sortie d'une vidéo de parc, si j'y arrive, c'est dans la soirée. Généralement, c'est le lendemain matin et dans d'autres cas, c'est même le surlendemain matin, mais c'est jamais plus. Et puis, généralement, je tiens à vous prévenir sur ma page, qu'est-ce qu'il en est quand je tourne une vidéo. Pour les apprendre à parler coaster, c'est un petit peu différent, donc je m'engage à les sortir plutôt les week-ends. En ce moment, comment ça se passe? Je les tourne généralement le samedi. Dimanche, je les monte, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, un montage d'apprendre à parler coaster, c'est beaucoup plus long qu'un montage de vidéo dans un parc. Le montage d'un apprendre à parler coaster peut prendre une après-midi entière, et ensuite j'arrive à la sortir dans la soirée. Quelle attraction voudrais-tu voir disparaître à Disneyland Paris? C'est une question un petit peu forte, parce que même si Disneyland Paris n'est pas mon parc préféré et qu'il y a des attractions que j'aime moins que d'autres évidemment,
Je ne souhaite pas pour autant que l'une aille jusqu'à disparaître. On va plutôt dire que si Small World, si Slinky Dog, ou si, je sais pas moi, Captain EO venait à disparaître, ça ne me ferait ni chaud ni froid. Mais je ne souhaite pas pour autant qu'elle disparaisse, surtout que je sais que d'autres personnes aiment bien ces attractions. C'est leur droit, bien sûr, donc il y a des attractions qui pourraient disparaître, ça ne me ferait rien, mais je ne souhaite pas pour autant qu'une attraction disparaisse à Disneyland Paris. Quelle est ton aversion préférée? On va dire le Zero G-Roll, et plus précisément les Zero G-Roll façon bourrin comme Dragon Khan ou The Monster. Comment reconnaître les différents constructeurs de coasters? Plusieurs moyens. Le premier et le plus simple, c'est de regarder la forme des rails. C'est notamment valable pour BM, qui a vraiment une forme de rail bien à elle, quoi. Chez Vekoma aussi, ça reste simple à reconnaître. Chez Intamin et chez Max, c'est un peu plus dur. Donc c'est pour ça qu'on a le deuxième point. On a regardé les trains. Donc si on a 4 places de front, généralement c'est du BM. Chez Vekoma, on a souvent les voitures un petit peu style rétro avec 2 rangées de 2. Enfin, donc la forme des rails, les trains, la forme des layouts en général aussi. Là pareil, BM a vraiment un truc assez particulier. Chez Vekoma, c'est notamment les supports qui pourront les différencier d'Arrow, puisque les deux avaient sinon la même forme des rails et les mêmes trains quasiment. Chez Intamin et Max, c'est pareil, c'est plutôt les layouts. On peut regarder la couleur aussi, puisque par exemple Intamin aime bien les couleurs chaudes, Mac aime bien les couleurs froides comme le bleu. Bon après ça c'est une idée, c'est pas tout le temps valable non plus. Gerstloer par exemple, ils ont les mêmes rails qu'Intamin ou que Mac, mais ils ont plutôt des wagonnets simples. On les reconnaît à leur layout très audacieux, très compact. Les Gerstloer sont très compacts, enfin bref. Il y a plein de critères différents qui font qu'il n'est pas forcément aisé de reconnaître un constructeur au début. Ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui se fait pouf comme ça, hop. Ça s'apprend, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est forme des rails, train, layout, et quand on pioche un peu les types de coasters, puisque certains constructeurs ne font pas tel type de coaster, etc. Quels sont tes gros projets globaux en parc en 2015? Les gros projets de parc en 2015, alors oui j'en ai quelques-uns. Le plus gros c'est Mirabilandia, qui se ferait donc sur 2 jours. On a même déjà prévu les dates, ça serait du 18 au 21 mai. Donc sur toute cette période, il y aurait 2 jours de parc à Mirabilandia. Je ferai donc ça avec ma copine. Ensuite, en autre projet, il y aurait Phantasialand. C'est un petit peu moins sûr, mais c'est, on va dire, le deuxième gros projet qui lui se ferait avec le groupe. Donc voilà, ça c'est pour les principaux projets de parc, de nouveaux parcs en 2015. Ensuite, bien sûr, il y aura toujours... donc moi je reprendrai le pass Astérix, hein, ça c'est évident, donc beaucoup d'Astérix. Bien sûr, dès que les parcs ouvriront, je ferai plus d'Astérix que de Disney. Ensuite, je referai Nigloland, comme je l'ai dit à l'ouverture, mais je pense que je le ferai au moins une deuxième fois. Walligator aussi, où je retournerai. Et voilà donc pour les projets en 2015. Ensuite, est-ce qu'il y en aura d'autres? Ça, je sais pas. Mais s'il y a d'autres projets, ça se fera plus à l'opportunité, à l'occasion. Donc voilà pour les principaux, c'est Mirabilandia, Phantasialand, les parcs habituels bien sûr, et donc les autres ça se fera donc plus à l'occasion, sachant que dans l'idée ce qui me ferait le plus plaisir ce serait le PAL et Plopsa, mais c'est vraiment pas du tout des projets en tant que tel, ce sera plutôt si je peux y aller quoi. Donc voilà pour les principaux parcs de 2015.